Voici l'auteur anonyme du traité du chant poétique et des vertus du rythme, que je crois être Isaac Vossius, parce que ses amis me l'ont dit, et parce que cet ouvrage est rempli des préventions en faveur de la Chine et des Chinois, que tout le monde sait bien avoir été particulière à ce savant homme, si dis-je. Cet auteur avait pu entendre les opéras de Lully, et principalement les derniers, avant que d'écrire le traité dont je parle. Il n'aurait pas dit, comme il a fait, que la musique moderne n'avait rien ni de la force ni de l'énergie de la musique ancienne. Faut-il s'étonner, c'est le sens de ces paroles, que notre musique ne fasse point les effets que celle des anciens savait faire, puisque les chants les plus variés et l'harmonie la plus riche ne sont que des fadaises sonores et des niaiseries harmonieuses, quand le musicien ne sait pas faire un usage sensé de ces chants et de cette harmonie pour bien exprimer son sujet, et quand il ne sait pas animer encore sa composition par un rythme convenable à ce sujet, de manière que cette composition exprime quelque chose et qu'elle exprime bien. Du moment que toute mélodie et tout assemblage de sons, aussi élégants soient-ils, s'il leur manque le sens des mots et des mouvements qui veulent dire quelque chose, ne contiennent rien d'autre qu'un vrai son, il ne doit sembler étonnant à personne que la qualité qu'on vante tellement dans la musique ancienne manque dans la musique d'aujourd'hui. Si quelque musique moderne manque du mérite dont parle ici Vossius, ce n'est point celle de Lully, ce qu'il appelle ici la compréhension des paroles, où l'expression est parfaite pour ce musicien. Les personnes qui ne savent pas le français devinent les sentiments et les passions des acteurs qu'il fait déclamer en musique. Qu'on se figure donc quelle comparaison Vossius aura faite des cantates et des sonates des Italiens avec les symphonies et les récits de Lully, s'il les eût connus lorsqu'il écrivit le livre dont je parle. Mais il paraît par la date mise en page en bas de sa préface qu'il l'avait faite dès 1671, précisément quand Lully travaillait à son premier opéra. Les symphonies convenables au sujet et bien caractérisées contribuent donc beaucoup à nous faire prendre intérêt dans l'action des opéras, où l'on peut dire qu'elles jouent un rôle. La fiction qui fait endormir Attis et qui lui présente ensuite des objets si diversifiés durant son sommeil devient plus vraisemblable et plus touchante par l'impression que font sur nous les symphonies de différents caractères qui précèdent le sommeil et les airs qui se succèdent à propos pendant sa durée. La symphonie de l'opéra de Roland, qu'on appelle communément l'Ogestie, joue très bien son rôle dans l'action où elle est introduite. L'action du 5e acte où elle est placée consiste à rendre la raison à Roland, qui est sorti furieux de la scène à la fin du 4e acte. Cette belle symphonie donne même l'idée de celle dont Cicéron et Quintilien disent que les pythagoriciens se servaient pour apaiser, avant que de mettre la tête sur le chevet, les idées tumultueuses que les mouvements de la journée laissent dans l'imagination, de même qu'ils employaient des symphonies d'un caractère opposé pour mieux mettre les esprits en mouvement lorsqu'ils s'éveillaient, et pour se rendre ainsi plus propres à l'application. En tout cas, les pythagoriciens avaient l'habitude, en se réveillant, de stimuler leurs esprits au son de la lyre, pour être plus disposés à l'action, et quand ils cherchaient le sommeil, de les apaiser au son de cette même lyre, pour calmer les pensées un peu tumultueuses qu'ils auraient pu concevoir. Pour le dire en passant, le premier air dansant du prologue d'Amadis, celui qui vient après la fin du sommeil, donne l'idée de ces airs au son desquels les pythagoriciens achevaient de s'éveiller. Pour revenir à la symphonie de l'opéra de Roland, qui nous donne une idée des airs au son desquels les pythagoriciens se disposaient au sommeil, elle est entièrement dans la vérité de l'imitation. Il est vraisemblable qu'elle puisse produire l'effet pour lequel la poésie du musicien la destine. Le sentiment nous enseigne d'abord qu'elle est très propre à calmer les agitations de l'esprit. Comme une discussion bien faite justifie toujours le sentiment, nous trouvons en l'examinant par quelle raison elle est si propre à faire l'impression que nous avons déjà sentie. Ce n'est point le silence qui calme le mieux une imagination trop agitée. L'expérience et le raisonnement nous enseignent qu'il est des bruits beaucoup plus propres à la calmer que le silence même. Ces bruits sont ceux qui, comme celui de l'Ogestie, continuent longtemps dans un mouvement presque toujours égal, et sans que les sons suivants soient beaucoup plus aigus ou plus graves, beaucoup plus lents ou plus rapides que les sons qui les précèdent.
de manière que la progression du chant se fasse le plus souvent par les intervalles moindres. Il semble que ces bruits qui ne s'accélèrent ou ne se retardent quant à l'intonation et quant au mouvement, que suivent une proportion lente et uniforme, soient plus propres à faire reprendre aux esprits ce cours égal dans lequel consiste la tranquillité qu'un silence qui les laisserait suivre le cours forcé et tumultueux dans lequel ils auraient été mis. Un homme qui parle longtemps sur le même ton endort les autres, et la preuve que leur assoupissement vient de la continuation d'un bruit qui se soutenait toujours à peu près le même, c'est que l'auditeur se réveille en sursaut si l'orateur cesse tout à coup de parler, ou s'il lui arrive de faire quelque exclamation sur un ton beaucoup plus haut que le ton sur lequel il déclamait auparavant. On voit tous les jours des personnes travailler d'insomnie, ne pouvoir s'endormir qu'au bruit d'une lecture ou d'une conversation. Dès que le bruit cesse, elles se réveillent. Il est donc une vraisemblance en symphonie comme en poésie, comme le poète est assujetti dans ses fictions à se conformer à la vérité de convenance. De même, le musicien doit se conformer à cette vérité dans la composition de ses symphonies. Je m'explique. Les musiciens composent souvent des symphonies pour exprimer des bruits que nous n'avons jamais entendus et qui peut-être ne furent jamais dans la nature. Tels sont le mugissement de la terre quand Pluton sort des enfers, le sifflement des airs quand Apollon inspire la pitié, le bruit que fait une ombre en sortant de son tombeau et le frémissement du feuillage des chênes de Dodone. Il est une vérité de convenance pour ces symphonies. Le temps des fictions conforme-toi à la convenance d'Horace. Dans tes fictions, conforme-toi à la convenance d'Horace a lieu ici comme dans la poésie. On connaît quand la vraisemblance requise s'y rencontre. La vraisemblance s'y trouve certainement quand elles font un effet approchant de l'effet que les bruits qu'elles imitent auraient pu faire et quand elles nous paraissent conformes à ces bruits inouïs, mais nous ne laissons pas de nous être formés une idée confuse par rapport à d'autres bruits que nous avons entendus. On dit donc des symphonies de cette espèce, ainsi que de celles qui peuvent imiter des bruits véritables, qu'elles expriment bien ou qu'elles n'expriment pas. On loue celle du tombeau d'Amadis et celle de l'opéra d'Issée en disant qu'elles imitent bien le naturel, quoiqu'on n'ait jamais vu la nature dans les circonstances où ces symphonies prétendent la copier. Ainsi bien que ces symphonies soient en un certain sens inventées à plaisir, elles aident beaucoup néanmoins à rendre le spectacle touchant et l'action pathétique. Par exemple, les actions funèbres de la symphonie de Lully à placer dans la scène de l'opéra d'Amadis où l'ombre d'Ardan sort du tombeau font autant d'impression sur notre oreille que le spectacle et la déclamation en font sur nos yeux. Notre imagination, attaquée en même temps par l'organe de la vue et par l'organe de l'ouïe, est beaucoup plus émue de l'apparition de l'ombre que si nos yeux seuls étaient séduits. La symphonie par laquelle des touches fait précéder l'oracle que rendent les chênes de Dodone produit un effet semblable. Le frémissement du feuillage de ces arbres qu'elle imite par son chant, par son harmonie et par son rythme dispose à trouver de la vraisemblance dans la supposition qui va leur prêter la parole. Il paraît croyable qu'un bruit approchant de celui de cette symphonie ait précédé qu'il ait préparé les sons articulés que l'oracle proférait. Enfin, ces symphonies qui nous semblent si belles quand elles sont employées comme l'imitation d'un certain bruit, nous paraîtraient insipides, elles nous paraîtraient mauvaises si l'on les employait comme l'imitation de notre bruit. La symphonie de l'opéra d'Issée dont je viens de parler semblerait ridicule si l'on la mettait à la place de celle du tombeau d'Amadis. Ces morceaux de musique qui nous émeuvent si sensiblement quand ils sont une partie de l'action théâtrale plairaient même médiocrement si l'on les faisait entendre comme des sonates ou des morceaux de symphonie détachés à une personne qui ne les aurait jamais entendus à l'opéra et qui en jugerait par conséquent sans connaître leur plus grand mérite, c'est-à-dire le rapport qu'elles ont avec l'action, ou pour parler ainsi, elles jouent un rôle. Les premiers principes de la musique sont donc les mêmes que ceux de la poésie et de la peinture. Ainsi que la peinture et la poésie, la musique est une imitation. La musique ne saurait être bonne si elle n'est pas conforme aux règles générales de ces deux arts sur le choix des sujets, sur la vraisemblance et sur plusieurs autres points. Comme le dit Cicéron, tous les arts qui ont trait à l'humanité
ont quelques liens en commun et se tiennent entre eux, pour ainsi dire, par une relation de parenté. Comme il est des personnes qui sont plus touchées du coloris des tableaux que de l'expression des passions, il est de même des personnes qui, dans la musique, ne sont sensibles qu'à l'agrément du chant ou bien à la richesse de l'harmonie, et qui ne font point assez d'attention si ce chant imite bien le bruit qu'il doit imiter, ou s'il est convenable au sens des paroles auxquelles il est adapté. Elle n'exige point du musicien qu'il assortisse sa méthode avec les sentiments contenus dans les paroles qu'il met au chant. Elle se contente que ces chants soient variés, gracieux ou même bizarres, et il leur suffit qu'ils expriment en passant quelques mots du récit. Le nombre des musiciens qui se conforment à ce goût, comme si la musique était incapable de faire rien de mieux, n'est que trop grand. S'ils mettent en chant par exemple celui des versets du psaume Dixit Dominus, qui commence par ces mots « En chemin il boira au torrent », il s'attache uniquement à l'expression de la rapidité du torrent dans sa course, au lieu de s'attacher au sens de ce verset qui contient une prophétie sur la passion de Jésus-Christ. Cependant, l'expression d'un mot ne saurait toucher autant que l'expression d'un sentiment, à moins que le mot ne contienne seul un sentiment. Si le musicien donne quelque chose à l'expression d'un mot qui n'est que la partie d'une phrase, il faut que ce soit sans perdre de vue le sens général de la phrase qu'il met en chant. Je placerai volontiers la musique où le compositeur n'a point su faire servir son art à nous émouvoir au rang des tableaux qui ne sont que bien coloriés et des poèmes qui ne sont que bien versifiés. Comme les beautés de l'exécution doivent servir en poésie, ainsi qu'en une peinture à mettre en œuvre les beautés d'invention et les traits de génie qui peignent la nature qu'on imite, de même la richesse et la variété des accords, les agréments et la nouveauté des chants ne doivent servir en musique que pour faire et pour embellir l'imitation du langage, de la nature et des passions. Ce qu'on appelle la science de la composition est une servante, pour user de cette expression, que le génie du musicien doit tenir à ses gages, ainsi que le génie du poète y doit tenir le talent de rimer. Tout est perdu, qu'on me pardonne cette figure, si l'esclave se rend la maîtresse de la maison, et s'il lui est permis de l'arranger à son gré, comme un bâtiment qui ne serait fait que pour elle. Je crois même que tous les poètes et que tous les musiciens seraient de mon sentiment, s'il n'était pas plus facile de rimer sévèrement que de soutenir un style poétique, comme de trouver, sans sortir du vrai, des chants qui soient à la fois naturels et gracieux. Mais on ne saurait être pathétique sans avoir du génie, et il suffit d'avoir professé l'art, même quand on s'y serait appliqué sans génie, pour composer savamment en musique ou pour rimer richement en poésie. Quelques réflexions sur la musique des Italiens, que les Italiens n'ont cultivé cet art qu'après les Français et les Flamands. Ce discours paraît me conduire naturellement à parler de la différence du goût des Italiens et du goût des Français sur la musique. Je parle du goût des Italiens d'aujourd'hui, beaucoup plus éloigné du goût des Français qui ne l'était sous le pontificat d'Urbain VIII. Quoique la nature ne change point et quoiqu'il semble par conséquent que la musique ne dût point changer de goût, elle en change néanmoins en Italie depuis un temps. Il en est ce pays-là une mode. Il est en ce pays-là une mode pour la musique, comme il en est une en France pour les habits et pour les équipages. Les étrangers trouvent que nous entendons mieux que les Italiens le mouvement et la mesure, et qu'ainsi nous réussissons mieux que les Italiens dans cette partie de la musique que les anciens nommaient le rythme. En effet, les plus habiles, le violon d'Italie exécuterait mal, je ne dis pas les symphonies caractérisées de Lully, mais même une gavotte. Les Italiens utilisent des modulations plus longues, ce par quoi ils prêtent à rire aux Gaulois, comme ceux qui, pour produire un seul son, vident leurs deux poumons. Par ailleurs, les Gaulois sont plus attentifs au rythme dans leur poésie que les Italiens, d'où il se fait que chez eux naissent en grand nombre des mélodies qui possèdent au plus haut point des cadences harmonieuses et raffinées. Quoique les Italiens étudient beaucoup la mesure, il semble néanmoins qu'ils ne connaissent pas le rythme et qu'ils ne sachent pas s'en servir pour l'expression ni l'adapter au sujet de l'imitation aussi bien que nous. Si l'abbé Gravina ne loue pas, comme Vossius, la musique française, du moins dit-il encore plus de mal que lui de la musique italienne. Voici ses propres paroles. La musique que nous entendons aujourd'hui sur nos théâtres est bien éloignée de produire les mêmes effets que celle des anciens. Au lieu d'imiter et d'exprimer le sens des paroles, elle ne sert qu'à l'énerver, qu'à l'étouffer.
Aussi déplaît-elle autant à ceux qui ont de la justesse dans le goût qu'elle plaît à ceux qui ne sont point d'accord avec la raison. En effet, le chant des paroles doit imiter le langage naturel des passions humaines, plutôt que le chant des tarins et des serins de Canaries, lequel notre musique s'attache tant à contrefaire avec ses passages et ses cadences si vantées. Néanmoins, nous avons un musicien qui est à la fois grand artisan et homme de sentiment, lequel ne se laisse pas entraîner au torrent. Mais notre poésie ayant été corrompue par l'excès des ornements et des figures, la corruption a passé de là dans notre musique. C'est la destinée de tous les arts qui ont une origine et un objet commun que l'infection passe d'un art à l'autre. Notre musique est donc aujourd'hui si chargée de colifichets qu'à peine y reconnaît-on quelques traces de l'expression naturelle. Ainsi, elle n'en est point plus propre à la tragédie parce qu'elle flatte l'oreille, puisque l'imitation et l'expression du langage inarticulé des passions sont le plus grand mérite de la musique dramatique. Si notre musique nous plaît, c'est parce que nous ne connaissons rien de mieux et parce qu'elle chatouille à l'essence ce qui lui est commun avec le ramage des chardonnerets et des rossignols. Elle est semblable à ces peintures de la Chine qui n'imitent point la nature et qui ne plaisent que par la vivacité et par la variété de leurs couleurs. Mais je ne veux point entrer davantage dans l'examen du mérite de la musique française et de la musique italienne. C'est un sujet traité depuis un trop petit nombre d'années par des personnes d'esprit. D'ailleurs, je crois qu'il faudrait la commencer par une question préliminaire dont la discussion serait trop longue. Je voudrais donc examiner d'abord le sentiment d'un Anglais, homme de beaucoup d'esprit, qui soutient en reprochant à ses compatriotes le goût que beaucoup d'eux croient avoir pour les opéras d'Italie, qu'il est une musique convenable particulièrement à chaque langue et spécialement propre à chaque nation. Suivant lui, le genre de la musique française eut aussi bon que le genre de la musique italienne. La musique française, continue-t-il, est très bien adaptée au son des mots et convient fort avec la prononciation de la langue. Elle rend très bien les accents dont les Français accompagnent leur prononciation. Les différents airs de leurs opéras expriment à merveille les mouvements de gens naturellement gais et éveillés, comme le sont les Français. C'est dommage qu'on les écoute mal et que le parterre y fasse si souvent chorus avec le théâtre. Souvent, la voix de l'acteur est couverte par celle des auditeurs, qui ne lui laissent chanter seul que les premières paroles de son air. Je me figurais, quand je m'y suis trouvé, voir un clerc de nos paroisses qui n'a pas sitôt entonné le premier verset du psaume que tout l'auditoire se met à chanter, si bien qu'on ne l'entend plus.